Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à Linux pour débutants. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'environnement au sens large et découvrir un petit peu de choses au niveau de l'environnement et ensuite de la vidéo précédente. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager. N'hésitez pas également à en parler autour de vous, aux débutants sur Linux ou également aux gens à qui vous voulez faire découvrir Linux. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la lignée de la vidéo précédente où on s'était intéressé aux utilisateurs et aux permissions. Alors ça tombe bien, les utilisateurs principalement, globalement, quand on est un utilisateur, d'un utilisateur à un autre, on va pas avoir besoin des mêmes choses pour travailler. Donc on n'a pas besoin du même environnement potentiellement. Donc on l'a vu lors de la vidéo précédente, on a la plupart des homes des utilisateurs, donc des répertoires de travail des utilisateurs qui sont cités dans /home/user. On va voir que du coup on a la possibilité de personnaliser cette home et on va voir un petit peu par le biais de l'environnement, en tout cas aujourd'hui, comment ça se passe. La personnalisation, elle peut se faire à la fois pour les utilisateurs réels, comme vous et moi, ou encore pour les utilisateurs système, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont avoir une vocation à lancer des programmes spécifiques et qui n'ont pas une vocation à se connecter, à se loguer. Donc ça, vous allez voir que ça a une importance dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, également, on a la nécessité, bien sûr, de définir un ensemble de choses pour que l'on veut appliquer à tous les utilisateurs, et on a des choses qui sont personnalisées pour certains utilisateurs. Donc là, ça a une implication, on va voir ça tout à l'heure. Derrière, donc l'environnement, ça incombe quoi, ça a quel périmètre? En gros, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on parle d'environnement? On va retrouver à la fois des variables d'environnement. Par exemple, un exemple de variable d'environnement, ça va être pour un programme qui tourne sur Java, plus exactement, eh bien l'utilisateur va avoir besoin de connaître où trouver le programme Java, par exemple. Eh bien, ça va être quelque chose qui va devoir être défini auparavant. Pour Python, par exemple, peut-être qu'on va chercher à retrouver les librairies. Donc on va définir certaines variables d'environnement, donc qui vont faire partie de l'environnement, et si on lance un programme, il va pouvoir les appeler directement sans qu'on ait besoin de les définir. Et également, dans d'autres cas de figure, on va avoir besoin que des scripts de démarrage nous aident à configurer finalement notre environnement. Par exemple, si on veut une autocomplétion, ou par exemple, quand on a un prompt, ce qui permet d'afficher les choses que l'on voit ici. Hop là, on va se remettre ici. Si on veut afficher les choses que l'on voit ici, eh bien, pour définir ce prompt, eh bien, il va falloir passer par un script de démarrage qui va permettre de définir tout ça. Alors bien sûr, tout cela se déclenche à partir d'une étape, c'est-à-dire c'est à la connexion. Donc au moment où on va entrer dans le login. Si on en revient à nos étapes au moment du démarrage de notre serveur, eh bien il y a toute une batterie d'étapes préalables. Ensuite on a l'init, ensuite on a donc systemd qui s'est mis en œuvre et qui a mis en œuvre tout un tas de choses pour que notre système soit exploitable. Et ensuite donc on va enchaîner avec cette commande login. Cette commande login, on va la retrouver, elle va être simple. Si on tape login, on va la retrouver comme ceci. Si on fait un which login, alors sur ma machine, ça se situe dans usr bin login. Si je veux également la lancer éventuellement, je vais pouvoir faire un sudo login. Simplement, je vais passer mon sudo, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, tu te situes sur la machine Doki, c'est comme si, voilà, quand on était arrivé sur notre console primaire au niveau de notre machine virtuelle, eh bien, là, on va pouvoir lancer notre utilisateur et confirmer son mot de passe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir un login shell, c'est-à-dire que je vais disposer d'un shell derrière un login, tout simplement. Donc, on en ressort, je fais un CTRL-D pour en ressortir. Derrière, si je continue, donc du coup, cette commande login, bien sûr, elle a une page de man qui est assez intéressante. On va regarder donc le man de login. Dans ce man de login, on nous dit, voilà, le but c'est de commencer une session au niveau du système, et sa manière d'utiliser, vous voyez qu'on va pouvoir faire différents modes d'utilisation. On va pouvoir passer un -f pour directement définir l'utilisateur, donc il va juste nous demander le password après.
On a également le fait que login se réfère notamment au fichier etc passwd pour récupérer un certain nombre, pour définir certaines variables d'environnement. Donc on va revoir les variables d'environnement, par exemple, qu'on dispose dans notre environnement là grâce à une commande spécifique. Donc par exemple, il va définir la variable d'environnement $home, $shell, $pass, principalement $home, $shell par exemple. Il vient le récupérer de /etc passwd, donc ce fichier qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Si je fais un cat /etc passwd, on va retrouver donc ici les différents éléments, donc la home, vous voyez par exemple ici Prometheus qui est un utilisateur système pour le coup, et bien on va retrouver ici sa home, varlib Prometheus, et ici le shell qu'il va utiliser, donc vous voyez que c'est un shell no login lui pour le coup, puisque son but à cet utilisateur Prometheus n'est pas de se connecter au système, ça va être juste de lancer un process. Et puis en parallèle, on va avoir des utilisateurs login, par exemple ici, donc le mien avec un shell binbash. Donc si on continue, on a donc également dans ce man, hop, ici, si on revient au niveau de notre man, si on descend un petit peu, on voit qu'ici, login, la commande login, se réfère à un fichier de configuration dans /etc login def. Derrière, donc, dans ce fichier, on va avoir différentes variables qui vont être définies, la home par défaut, l'environnement de passe, vraiment beaucoup de choses. Grosso modo, c'est pas parce qu'il y a des variables qu'il faut forcément les retoucher. Voilà, par exemple ici on a le nombre de retry au niveau du login. Certaines peuvent avoir des conséquences qui peuvent être assez importantes, donc je vous recommanderais de pas forcément y toucher sans avoir vérifié avant qu'est-ce que ça faisait exactement. Et derrière, vous voyez que login fait référence également à d'autres fichiers, donc etc passwd, etc shadow, donc on en a parlé lors de la vidéo précédente. Je vous ai pas montré le contenu de mon fichier etc shadow, mais c'est celui qui contient les passwords encodés, donc suivant des encodages classiques, et donc voilà, qui sont associés à des utilisateurs. Donc bien sûr, login l'utilise bien évidemment. Derrière, on a etc modé qui est le message qui va être affiché aux utilisateurs à la connexion. On a aussi l'utilisation de etc no login. On a également voilà login def bien sûr, et les TTY type. Donc là, je vous invite vraiment à creuser cet aspect-là, à faire encore du man sur tout ça, parce que vous pouvez appeler d'autres éléments avec le man. C'est quelque chose qui est important. Donc on va distinguer le croisement de deux choses importantes au niveau du login et du shell. Première chose, c'est le login, on va dire, de mode le shell interactif ou non interactif. Un shell interactif, c'est quoi? C'est le shell que l'on connaît, finalement, qu'on a vu tout de suite, ou un shell distant qui va permettre d'interagir, comme son nom l'indique, avec le terminal. Le shell non interactif, c'est le contraire, bien sûr. Donc lui, le but, ça va pas être d'interagir avec le terminal. On a vu Prometheus tout à l'heure, par exemple. Ça va être un script qui va être tout simplement lancé, le non interactif, par exemple. Ensuite, on a donc l'autre typologie qui est le shell login versus le shell non login. Donc on a vu interactif versus non interactif, et on a login versus non login. Par exemple, le shell login, donc c'est c'est le shell par exemple qu'on a eu dans notre console primaire quand on était en machine virtuelle. Le shell non login par exemple, c'est là j'ai un bash et je vais lancer un autre shell, par exemple SH. Et bien vous voyez que là j'ai mon SH, mais j'ai pas eu nécessité de faire un login pour pouvoir le lancer, et donc du coup je suis dans le cas d'un non login. Si on veut prendre l'exemple de quelque chose qui est non interactif et non login, c'est un script qui va être lancé dans la ligne de commande. Par exemple, ici, si je fais un script avec Vim, par exemple, pour afficher Hello World, echo Hello World, echo permettant d'afficher le contenu d'une chaîne de caractères ou d'une variable, eh bien, on va le lancer dans la ligne de commande, et de fait, on va être en mode non interactif, puisqu'il n'y a pas d'interaction, et on va être en mode non login, puisqu'on n'a pas besoin d'activer login.
Donc ça a un effet derrière qui est assez important sur l'environnement. Donc c'est cette combinaison des 2x2 types qui va permettre de définir l'environnement que l'on va donner à l'utilisateur déjà en grande partie. Après le lancement, qu'est-ce qui se passe de login? Eh bien, il y a une série de scripts qui est jouée. Donc, par exemple, pour mettre en place l'autocomplétion, le prompt, etc. On va revoir un petit peu après. On a également donc ce qu'on appelle le sourcing, ou le fait de sourcer certaines variables, ce qu'on appelle des variables d'environnement. Donc on a les variables classiques. Une variable classique, c'est quoi? C'est une variable qu'on va définir, mais qui va pas être permanente pour l'utilisateur. La variable d'environnement, elle va être permanente pour l'utilisateur, et du coup, on va pouvoir l'embarquer dans son environnement. Elle peut être alors spécifique à l'utilisateur, mais pas forcément. Hein. C'est parce que j'ai dit utilisateur, mais elle peut être aussi globale sur l'ensemble de la machine. Ça, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, suivant le langage que l'on va utiliser, du Go, du Java ou du Python, on va avoir un environnement différent qui va s'appliquer. Alors, soit on va souhaiter l'appliquer à toute la machine, soit on va vouloir juste l'appliquer à un utilisateur donné parce qu'il utilise ce langage-là. Et peut-être que sur cette machine, je veux utiliser 2 langages. Pour un autre utilisateur, je vais avoir un autre environnement qui va me permettre d'utiliser l'autre langage. Alors, l'environnement, il y a plusieurs commandes à connaître pour le définir, pour le visualiser. La commande env, la commande export, et puis il y a la commande source, point également, qui permet de faire ça. Alors on va voir env et export tout de suite. Env, env, donc si on fait un man de env, on va retrouver, donc ça va permettre de lancer des programmes et de modifier l'environnement qui est associé au lancement de ce programme. Mais au-delà de ça, donc, ça va être la possibilité, si je tape env tout simplement, de visualiser comment sont définies les variables d'environnement. Vous voyez qu'ici, par exemple, comme variable d'environnement, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait login, eh bien, on a un shell qui va être alimenté à partir, une variable d'environnement qui s'appelle shell, qui est alimentée à partir de mon /etc passwd. Donc si je fais un cat de /etc passwd comme ceci, quand on prend la ligne xavkey, ici, finalement, c'est cet élément-là qui vient alimenter celui qu'on vient de voir juste au-dessus, ici, qui est le shell qui est là. On a la même chose pour la home, qu'on voit ici, donc la variable d'environnement home. Et puis, il y a également d'autres éléments, le log name, par exemple, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Derrière, env va nous permettre également de définir des variables. Donc par exemple, on va pouvoir dire la variable xavkey, elle prend la valeur xavkey, par exemple, comme ceci. Vous voyez qu'ici, j'ai fait un env avec, donc j'ai bien mon environnement qui est affiché, plus une variable complémentaire qui est venue l'alimenter, qui est la variable xavkey. Si je veux inverser les choses, si je veux ne pas reprendre du tout mon environnement, sauf cette variable xavkey, je vais pouvoir le faire avec le petit i par exemple. On a également le -u qui va pouvoir unset, c'est-à-dire dévalider une variable, puisque peut-être que dans toute la liste qui est là, finalement, le but ça va être de dévalider une variable en particulier ou plusieurs variables séparées. Donc ça c'est valable, et on va pouvoir taper le nom du programme juste après. Ici, voilà, ici on tapera le programme, et ça va permettre ici d'utiliser la variable en question ou une des variables qui est définie dans l'environnement en question. Hop là, je reviens un petit peu où est-ce qu'on en est. Derrière également, donc on a la possibilité, donc on a vu la possibilité avec env de définir une variable en particulier, mais aussi on a la fonction, pas la fonction, la commande export. Donc on va faire un man, alors tiens, voilà, ça va être intéressant, on va faire un man de export. Là en l'occurrence on est sur une commande built-in qu'on avait déjà vu précédemment, par exemple avec cd, et si on veut voir l'aide qui est associée à built-in, on va faire un help de export tout simplement, et là on va retrouver l'aide, l'équivalent du manuel pour les commandes built-in. Là en l'occurrence, vous voyez que sur export par exemple, on va pouvoir y appliquer par exemple un -f, un -n également, on va pouvoir lui appliquer un -p également, et par défaut, si on fait un export tout simple,
voyez qu'ici on retrouve finalement les variables qui ont été définies dans qu'on le retrouve dans notre ENV. Et donc du coup ici, quand on voit déclare X, c'est quoi? C'est la manière, donc c'est comme si c'était le programme qui avait permis de créer l'environnement, d'initialiser l'environnement. Vous voyez qu'on va déclarer variable après variable, ce qui va nous permettre de faire ensuite, quand on fait ENV, de trouver notre liste qui est ici. Si je veux créer une nouvelle variable, je vais pouvoir le faire avec export. Je vais dire par exemple, alors on va regarder nos variables, est-ce qu'on a, voilà, on n'a pas, donc on va redéfinir notre variable export Xavkey, qui tout à l'heure quand on est passé par ENV c'était juste, on le faisait pour une fois et au moment où on va lancer le programme. Là on veut la définir pour toute notre session, là actuellement, et bien on va dire voilà, Xavkey elle prend Xavkey, donc si je fais un écho de $Xavkey, ça me retourne Xavkey, et si je refais un ENV, hop, je devrais retrouver Xavkey quelque part qui va être mélangé quelque part ici, voilà, on le retrouve ici. Si je veux supprimer une variable, on va pouvoir la unset bien sûr également. Hop, voilà, on va se remettre ici. Alors quel est le cheminement finalement pour aboutir à cette ENV qui est complétée, et pas que à cette ENV, c'est comme je vous disais, c'est le prompt également, l'ENV n'étant que les variables d'environnement, mais derrière l'environnement c'est également le prompt, c'est également tout ce qui est autocomplétion et tout un tas d'autres choses qu'on ne voit pas directement. Donc le cheminement, login, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va aller prendre comme source d'information donc son fichier de configuration, et également il va prendre comme source d'information etc profile. Alors on va dézoomer un petit peu, voilà, hop, on va se le faire comme ça peut-être, voilà, donc il va prendre comme source d'information, alors on va faire un less, le less étant l'équivalent du vim mais non modifiable, et on va le lancer comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc c'est un fichier qui est relativement court, vous voyez, etc profile, et etc profile c'est un script à base du langage bash, donc qui est finalement un langage compatible avec le shell. Et derrière, donc on a des séries de conditions. Et dans cette série de conditions, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, première chose, vous voyez qu'il vérifie le type de bash que l'on a, et derrière, il va dire, voilà, si on dispose du fichier etc/bash.bashrc, eh bien, tu vas faire appliquer un point de /etc bash.bashrc. Qu'est-ce que ça équivaut ça? Ça équivaut à, alors, à la place du point, on pourrait dire source, /etc/bashrc, ben ça équivaut à charger ce fichier-là et lancer les fameuses variables et scripts qui sont contenus dans ce fichier-là. Donc définir les variables et les scripts qui sont contenus dans ce fichier-là. Alors je ne sais pas si j'en ai un, moi. On va faire un 4 de ceci. Voilà, ben ça tombe bien. On a des éléments dedans, et donc une fois qu'on arrive dedans ici, bah, ce qu'il va faire, notre sourcing et donc via le point, eh bien il va dérouler cet élément là. Donc il va faire par exemple un 4 de Debian chroot, si on est dans ce cas de figure là. Il va aller récupérer d'autres éléments, il va, vous voyez qu'il commence, alors là c'est commenté, il va commencer à regarder si on est sudo ou pas, et suivant si on est sudo, il va adapter le prompt. Donc on n'a pas encore vu ces éléments là, mais quand on parle de PS1, vous voyez qu'ici on voit un user @hostname et W, donc le workspace, d'autres éléments comme ceci. On va retrouver encore d'autres éléments suivant les groupes, etc. Donc ça c'est tout ce que l'on voit ici. Ensuite, donc il va continuer à dérouler les choses. Alors je ne sais pas si on avait d'autres choses intéressantes à voir dans le profile. Oui, dans le profile, il y a un élément qui est important, c'est-à-dire que si je me connecte, donc là il vérifie comment je me suis connecté, et vous voyez qu'ici il fait un id-u qui permet finalement de ressortir le, hop, ici, mon UID, tout simplement. Et donc il y a un UID qu'on a vu lors de la vidéo précédente qui est bien connu, c'est l'UID qui est pour tout le monde pareil, 0, qui vaut donc qui est l'UID de root. Et vous voyez que du coup, notre prompt commence soit par un dièse quand on est root, soit par un $ quand on n'est pas root. Et effectivement, par défaut, c'est ce qui est utilisé. Alors nous, c'est pas notre cas de figure ici. Derrière, qu'est-ce que l'on fait? Donc etc profile, on va dire que c'est le fichier un peu générique, mais il est customisable et customisé par un ensemble d'autres scripts. Par exemple, ici, vous voyez qu'on retrouve
l'autocomplétion pour bash avec bash completion. Donc il va appeler d'autres éléments et éventuellement un programme qui s'appelle bash completion ici dès lors qu'il existe. On va avoir également d'autres éléments plus spécifiques. Par exemple ici, vous voyez Cedilla pour les Portugais. Donc ça c'est assez marrant. On va voir le côté open source de Linux pour le coup, parce que vous voyez que, alors moi effectivement je suis sur un Ubuntu, mais là on voit que c'est quelqu'un de chez Canonical qui a alimenté ça en 2015. Donc quelque chose qui va permettre, alors on verra ça plus tard, mais de travailler le côté des locales pour s'adapter à un langage en particulier dans ce cas de figure-là. Voilà, donc il y a pas mal d'autres choses comme ça. Je vous invite à aller faire un petit tour dedans, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Donc une fois qu'il a fait le tour de tout ça, ensuite, donc ça c'était quelque chose, donc on est dans /etc, c'est quelque chose qui est appliqué à tout le système. De la même manière, dans /etc, il va y avoir aussi un fichier qui est spécifique qui s'appelle environnement, qui permet bien sûr également de définir des variables d'environnement, mais lui il est très rarement utilisé. Vous voyez que finalement il est assez rarement utilisé, en tout cas on définit peu de choses dedans, donc ce n'est pas c'est pas forcément l'élément clé, on va dire, malgré son nom. Ensuite, il y a tout ce que l'on dispose, qui sont tous les éléments dont on dispose qui sont spécifiques à l'utilisateur. Donc ça on va les retrouver bien sûr dans la home de l'utilisateur, donc dans son répertoire dédié, qu'on a vu avec passwd par exemple, ou encore moi dans mon cas de figure si je fais un echo $ de home, donc cette fameuse variable d'environnement de home, et derrière dans cette home, eh bien on va retrouver un fichier, donc c'est principalement des fichiers qui sont masqués. Je vais avoir le point profile. Alors là, j'ai oublié le point. On va avoir le point profile. Donc si on voit le point profile, lui aussi, c'est un fichier relativement court, vous voyez. Donc là, il y a quelques éléments. C'est toujours très important de lire les éléments qui se situent en haut comme ça de script, surtout sur des fichiers aussi importants. Et derrière, vous voyez qu'il va regarder donc la version du bash et il va vérifier si on dispose d'un fichier bashrc. Donc on va le voir juste après, mon bashrc, mais il va vérifier. Et vous voyez que si on en a un, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va appliquer un point et la localisation du bashrc. Donc en gros, il va sourcer le bashrc, c'est-à-dire lancer ce bashrc, donc charger les variables d'environnement qui sont dedans et charger et lancer les scripts qui sont dedans. Également, il va vérifier d'autres éléments. Il va vérifier si, par exemple, dans notre home, on a un /bin et il va venir le rajouter à une autre variable d'environnement qui est cruciale, qui est le path. Ce path, donc je vous l'ai brièvement expliqué précédemment, c'est l'endroit, l'ensemble des répertoires, donc un à plusieurs répertoires, ou pas du tout, mais l'ensemble des répertoires où lorsque l'on tape, par exemple, ls, comme ce, ls c'est peut-être pas le bon exemple, voilà, login par exemple, si je tabule sur login ici, vous voyez qu'il me propose un ensemble de fichiers ici, de la même manière que login, vous voyez, quand je l'ai en entier, même sans avoir besoin de tabuler, login, je vais pouvoir le lancer directement. Là, je viens de le lancer finalement, j'ai peut-être un message d'erreur, mais finalement, j'ai pu le lancer. Pourquoi? Parce que login se situe... Donc là, on est vraiment dans les éléments d'environnement. Login se situe dans usr-bin, et comme si je vérifie ma variable d'environnement passe ici, j'ai usr-bin qui est compris dans ce pass. Alors quelque part, il faut voir, voilà, sbin et bin, voilà ici. Et bien finalement, quand j'ai lancé login, par défaut, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parcouru, quand j'ai lancé mon login ici, au moment où j'ai tapé sur entrée, j'ai tout simplement, mon bash a permis, mon shell a permis de parcourir l'ensemble de ses répertoires et utiliser le premier binaire qu'il a trouvé dans ses répertoires, donc dans usr-bin, dans mon cas de figure. Donc ça c'est très très important le pass. Derrière, donc on a vu que également, alors est-ce qu'on a un autre, on a vu profile. Donc on a vérifié si on avait un bashrc et un autre élément. Ok. Donc nous, dans notre cas de figure, on a un bashrc. Alors le bashrc, c'est un peu une exception dans ce cas de figure-là, mais voilà, nous on l'utilise. En plus, voilà, on utilise bash. Derrière, on aurait pu avoir un bash profile également, ça équivaut un peu au profile. Et derrière, donc si je regarde le bashrc pour le coup,
ici, là j'ai beaucoup plus de choses, parce que c'est généralement ici que l'on va customiser un petit peu son terminal. Vous voyez que par exemple, pour Kubernetes, j'ai un élément qui vient alimenter le prompt. Donc qu'est-ce que je fais? Alors j'aurais pu mettre point, là j'ai mis source. J'ai sourcé un script, tout simplement. Ensuite, j'ai défini, alors on verra l'historique, etc. Et vous voyez que quand j'ouvre mon shell, j'ai un ASCII, un ASCII art qui s'affiche avec une chauve-souris. Eh bien, c'est à cet endroit-là qu'il est défini. On va retrouver beaucoup d'autres choses, on va retrouver les alias, donc on reviendra sur les alias plus tard, et on va retrouver, voilà, pas mal d'autres choses. Et si par exemple je veux rajouter une variable d'environnement, custom, je vais me rendre par exemple à la fin ici, et je vais pouvoir mettre ici export, et je vais définir une variable, par exemple, alors on va prendre une autre variable, myvar égale xavkey par exemple. Si je fais un echo de myvar tout de suite, $myvar, j'ai rien. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, j'ai besoin de sourcer mon fameux bashrc. Donc soit je tape source, soit je mets .bashrc comme ceci, et là je vais l'avoir sourcé. Et ça veut dire que derrière, si je rappelle ma commande echo myvar, cette fois-ci j'ai bien la valeur qui est définie. Donc ça c'est très important, le fait de sourcer. C'est comme si on appelait des librairies, hein, quasiment, pour les gens qui font de la programmation. Donc on travaille au fur et à mesure dans notre terminal, tout simplement dans notre environnement, et arrive un moment où on va se déloguer. Et au moment où on va se déloguer, on va avoir un autre fichier d'environnement qui est important, qui peut être important, c'est le .bash logout dans notre cas de figure, _logout, que l'on va retrouver ici. Et donc ce .logout, il va permettre soit d'afficher éventuellement des messages au logout, soit éventuellement de lancer quelque chose. Vous voyez qu'ici on clean la console, donc on clean ce qu'on voit à l'écran au moment du logout, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout sur l'environnement pour aujourd'hui. On a vu déjà pas mal de choses. C'est associé vraiment avec la vidéo précédente sur les utilisateurs. C'est quelque chose qui est vraiment très important à associer avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas également à me soutenir en rejoignant la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.